Bonjour à tous. Donc je vais vous présenter un petit panorama des budgets participatifs vus par le numérique. Avant ça, en guise d'introduction, en fait, je vais peut-être prendre un cobaye pour répondre à des questions pour savoir qu'est-ce qu'on entend généralement par un budget participatif. Je sais pas, je vais vous prendre vous, par exemple. Alors, quand on parle d'un budget participatif, généralement on parle de quoi? Est-ce que c'est consulter les citoyens sans leur donner vraiment un pouvoir de décision, par exemple? En fait, là, il y a cinq options. C'est un QCM, donc vous pouvez choisir plusieurs options. Il y a le fait d'organiser un débat entre les citoyens sur les questions budgétaires. Est-ce que le budget participatif doit se répéter dans le temps? Est-ce que ça doit se concrétiser par des projets qui se réalisent vraiment? Est-ce que ça doit permettre le débat sur l'ensemble du budget de la collectivité? Il y a plusieurs réponses possibles, hein, donc c'est pour ça qu'il faut les choisir. Alors là, on est sur le budget participatif. Hein. Donc, est-ce que la première, consulter les citoyens sans leur donner vraiment un pouvoir de décision? Non. Organiser un débat entre les citoyens sur les questions budgétaires. Se répéter dans le temps. Se concrétiser par des collectivités qui se réalisent vraiment. Donc on va vérifier ce petit quiz. Donc généralement en fait oui, tout ça est bon, sauf la dernière en fait sur une grande différence sur la manière dont les budgets participatifs se sont étendus au-delà de Porto Alegre depuis 1989. La plupart du temps c'est juste une partie du budget qui est consacrée par le budget participatif et pas l'ensemble. Je dis ça parce que c'est assez intéressant de voir deux choses. Il y a toute une série d'outils qui permettent d'avoir de la visualisation de données sur les données budgétaires. Donc là, c'est par exemple un cas, je passerai très rapidement parce que ça, ce n'est pas du budget participatif. Mais c'est intéressant de penser voilà, comment les budgets peuvent être... enfin, comment on peut avoir un débat là-dessus sur le numérique. Donc là, c'est un collectif intéressant à nos gens qui a repéré qu'il y avait des subventions qui baissaient sur certaines associations et d'autres qui montaient. Et donc, c'est dit, tiens, ce serait intéressant de voir pourquoi le rugby monte et les Restos du Cœur, par exemple, descendent depuis que la mairie a changé. Et donc, ils sont servis de ce genre d'application pour visualiser les évolutions du budget. Un autre type d'outil qui parfois en Grande-Bretagne est utilisé et appelé budget participatif, qui est ce type d'outil. Donc là, vous voyez, vous avez des réglettes. Je ne sais pas si on voit très bien en fait, parce que c'est vrai que le contraste est assez mauvais. Mais grosso modo, on a toute une série de politiques sur lesquelles on demande l'avis des gens. Mais en fait, il n'y a pas de débat. En fait, c'est juste je baisse, j'augmente. Voilà, c'est un outil de simulation. Et pour moi et pour beaucoup d'autres, ça, ce n'est pas du budget participatif parce qu'en fait, on ne voit pas ce que disent les gens et pourquoi, comment ils justifient leur choix. Donc en fait, un budget participatif, généralement, c'est un cycle qui est parfois annuel, mais pas toujours. Ça dépend des collectivités, dans lequel on va déjà, dans un premier temps, construire les règles avec les citoyens. Puis ensuite, recueillir les projets. Donc c'est les citoyens qui proposent des projets. Ensuite, il y a la question de l'analyse technique faite par les services techniques qui vont regarder si c'est faisable, le chiffrage, etc. Et ensuite, il y a une phase de vote des priorités. C'est la partie la plus visible du budget participatif et annonce des résultats. Et la partie qui est intéressante mais qui est assez peu étudiée au niveau de la sociologie et de la science politique, qui est la question de la phase d'implémentation des projets, la réalisation des projets, comment ils se mettent en place. Et donc, généralement, sur les outils numériques, il y a au moins trois grosses choses qu'on repère, qui est grosso modo la partie de recueil des projets qui, surtout là, depuis 5-6 ans, il y a beaucoup de plateformes qui servent à recueillir les données, enfin les idées de projets, puis ensuite la partie du vote des priorités, parce que parfois le vote est électronique, pas tout le temps, il y a aussi des votes qui se font toujours en présentiel. Voilà. Et donc sur le dernier aspect de ma présentation, je reviendrai sur la phase d'implémentation des projets. Donc, je vais partir du cas de Grenoble, qui n'a pas beaucoup changé. Ils ont changé de prestataire entre 2015 et 2016, mais grosso modo, le principe est le même. Donc, vous voyez ici, vous avez un formulaire avec, vous remplissez avec un nom, l'objectif du projet et la localisation potentielle. Vous avez la possibilité d'envoyer des visuels pour aider à l'analyse technique, mais grosso modo, il n'y a rien qui permet Tiens, j'ai un problème de lien. Oh zut. Mais grosso modo, bon, c'est pas grave, je vous montrerai pas en live le site. Et du coup, en fait, on
on va construire une cartographie en fait des projets, mais sur le site de Grenoble, il n'y a aucune possibilité pour en fait commenter les propositions. Ça, c'est assez malheureusement courant en France. Il n'y a pas de débat possible. Alors, généralement, pour des questions de moyens humains, pour la question de la modération, mais voilà, il y a très peu de débats qui se font en ligne, mais voilà, il y a d'autres cas qui se font. Là, par exemple, c'est le cas de Rennes, ce qui pose aussi question, parce que du coup, en fait, la méthode pour faire apparaître les projets, en premier, étaient les plus commentés. Donc, c'était un peu le projet, celui qui commenterait le plus, juste pour avoir le nombre de commentaires supérieur, mais pas forcément avec des commentaires pertinents. Donc, ce qui pose question. Et puis, voilà, donc ça, il y avait cette partie-là. Sur Paris, il y a la possibilité d'avoir des commentaires. Et puis, tiens, là, ça bug, c'est marrant. Grosso modo, c'est la partie de New York, où là, vous voyez, New York, on dépose en fait un projet qui est sur une carte. Donc, en fait, on va cliquer. Et ce qui est intéressant, moi, ce que j'aime beaucoup, ce qui est d'ailleurs, c'est le seul outil que j'ai montré jusque-là qui est open source, en code ouvert. C'est une catégorie qui est importante de questionner aussi sur la manière dont les usagers ou les gens intéressés peuvent aussi contribuer sur la participation. Donc c'est le truc de New York et donc en code ouvert. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens, avant de contribuer, ce qui est souvent, quand on a une liste avec 200, 300, voire 5000 projets dans les cas les plus fous comme à Paris, avant de déposer son projet, eh ben, on est tenté de regarder ce qui se fait autour, avant de déposer et de voir que tiens, il y a mon voisin qui a déposé exactement la même idée, mais comme c'était la page 40, j'ai pas pris le temps de lire. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'important sur le numérique. Toujours pas là. Ah ben c'est bon, si là les images s'affichent pas. Bon, alors du coup, Montreuil. Montreuil, c'est un système, donc là c'est une phase qui est après, c'est la question du vote des projets. C'est intéressant de comparer que selon les méthodes de vote, les résultats ne sont pas les mêmes. Et il y a des stratégies de vote qui permettent la coopération ou la compétition au contraire. Là, contrairement à d'autres villes, on a fait le choix à Montreuil d'avoir un vote préférentiel. C'est-à-dire qu'on doit sélectionner un certain nombre de projets et puis ensuite on doit ordonner 3 par ordre de préférence. Mon premier choix c'est celui-ci, deuxième choix c'est celui-ci. Et donc par un geste de glisser déposer, on va choisir de la liste de courses, on va dire. On va choisir les 3 et selon le premier choix aura 3 points, deuxième choix 2 points, troisième choix 1 point, et puis les autres qu'on n'aura pas choisi du coup n'auront pas de points. Ensuite, on a ici, là c'est sur le site de Better Reykjavik, qui est aussi un site en libre, où là c'est un choix où on peut faire un vote plus ou un vote contre. Donc là c'est un autre type de vote. Et sur Paris, où c'est un vote par approbation, là pour le coup, on doit sélectionner jusqu'à 10 projets, mais du coup, quel que soit le vote qu'on a, le point qu'on donne à un projet sera le même, quel que soit le nombre de projets qu'on choisit. Ce qui peut poser question, parce que du coup, si on est très fort, on a un lobby très organisé, on soutient très fort un projet particulier, potentiellement on peut voter que pour le sien. Et que du coup, il n'y a rien qui nous incite dans l'interface à regarder l'ensemble des autres projets pour se dire, tiens, je vais penser un petit peu à l'intérêt commun, à l'intérêt général, ça peut être important de nos jours. Et donc du coup, à Paris, l'interface n'oblige pas à le faire. Il n'empêche qu'ils ont quand même regardé au niveau des résultats, et que sur les chiffres de 2015, ils ont estimé qu'en moyenne, donc c'est pas une médiane, c'est une moyenne, il y avait 8 projets, les gens choisissaient 8 projets. Alors, ce qui pose question sur le vote électronique, moi en tout cas, ça me pose question surtout si je reprends Grenoble, parce que Grenoble, le vote était en présentiel, et à Grenoble, il n'y a eu que 1000 votants. Alors les gens comparent, oui, alors à Paris 66 000, Grenoble 1000, mais c'est rien, vous ne savez pas travailler. Sauf que c'est un peu compliqué parce qu'en fait à Grenoble, il fallait aller à la mairie, que c'était pas pendant 10 jours, mais pendant une journée et demie. Et surtout, il fallait apporter sa carte d'identité avec des quittances pour bien vérifier qu'on habitait à Grenoble et qu'on paye ses impôts quasiment à Grenoble. Et ça me pose question parce qu'à Paris ou dans d'autres villes, on peut voter jusqu'à... si on crée 10 comptes email, en fait, on peut compter autant de fois qu'on veut. Moi, ça me pose un peu question. Et pourtant, la technique, là, permet de le faire. Là, je vous ai trouvé une slide de Madrid, qui vient de commencer un budget participatif uniquement en ligne. Et
j'ai essayé de voter, enfin de proposer un projet hier soir pour vérifier. En fait, c'est impossible parce qu'il faut donner ses coordonnées. Et puis, comme de fait, je n'habite pas à Madrid et que je suis pas enregistré dans les bases de données de la mairie, donc du coup, c'était impossible. Et puis même si j'avais été inscrit et j'étais bien résident à Madrid, du coup, il m'envoie un SMS de confirmation. Et là, pour le coup, c'est un frein à la fraude, ce qui permet de justifier la fiabilité du vote. Comment dire, d'assurer davantage de fiabilité, même si le vote électronique n'est jamais fiable, en fait. La troisième phase qui est importante pour les budgets participatifs en ligne, là c'est quelque chose qui n'existe pas encore à Grenoble, c'est la partie des suivis des projets. Donc là vous voyez c'est à Paris, c'est un exemple à Paris. On voit que par exemple le projet Rendre la rue aux enfants, qui était la première phase des budgets participatifs de 2014, en fait ce projet-là a été annulé. Et en fait, il faudra cliquer sur le site, enfin sur le projet, pour savoir pourquoi ce projet n'a pas été réalisé à cause certainement de la préfecture. Mais ça, si vous êtes curieux, vous regarderez un petit peu. Mais du coup, voilà, on a une interface. Par contre, si on clique sur les projets, on n'a aucun moyen de regarder, d'avoir un débat sur les projets. Donc ça, c'est important quand on passe au budget participatif pour la ville de Paris, mais pour d'autres aussi. La phase de commentaires et d'implication des citoyens dans la construction des projets une fois qu'ils sont votés n'existe pas en fait. Il y a pas c'est des choses qui appartiennent à la ville, c'est la ville qui va réaliser, mais donc voilà, le porteur de projet a un rôle assez limité au final une fois que son projet a été voté. Alors, ce qui m'interrompt, j'ai encore 2 minutes ? Ok. Sur 2 défis. Un, c'est comment on garantit l'égalité entre les porteurs de projets. Donc ça, c'est quelque chose que moi j'avais assez repéré sur le projet sur le documentaire que j'avais fait avec 3 cas de budget participatif avec des jeunes en Europe. C'était de se dire, voilà, il y a des gens, lorsqu'ils vont prendre la parole en public devant une assemblée de vote. Donc une assemblée de vote, c'est quand le vote est présentiel, et ils se retrouvent, ils ont 12 ans, ils se retrouvent en face d'une salle où il y a 200 personnes. C'était pas évident, et donc du coup, voilà, il y a des enjeux sur comment on peut aider. Donc le projet était justement d'aider à construire des vidéos pour chacun des porteurs de projets, pour les aider à transmettre leurs idées et surtout montrer dans le coin où ils vivaient à quoi ça ressemblait. Et ça, sur le vote en ligne, moi, c'est quelque chose que j'ai assez aperçu sur Grenoble, mais sur Montreuil aussi. C'est la manière dont les gens vont faire campagne en ligne. Ça, il y a une énorme différence, et il y a pour l'instant assez peu de choses pour les aider sur les formes de... Paris avait un kit de campagne, par exemple, pour aider les gens à faire campagne, mais je pense pas que ça a vraiment beaucoup marché. Et de fait, sans aider avec des vrais financements les porteurs de projets, en fait, en laissant le statu quo, en fait, on favorise de fait les gens qui sont déjà super mobilisés, qui, de fait, c'est un problème pour les gens qui sont un peu moins organisés. Et voilà, ça me questionne. Et le deuxième question, c'est quel type de participation souhaite-t-on ? Donc là, c'est marrant parce que je ne suis pas du tout coordonné avec toi, mais ça, c'est une photo de Belo Horizonte. En fait, c'est un système qu'on appelle la caravane des priorités. Donc, je passe sur les grandes différences entre le Brésil et la France en termes de budget participatif, parce qu'ils ont des délégués. Tout ça pour dire qu'en fait, avant de devoir voter sur les priorités au sein de chaque secteur, il y a un déplacement de la caravane de priorité. Donc la caravane, en fait, c'est des délégués qui vont aller en autobus voir les différents projets, et pour se faire une idée avant de se décider. Et ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, reste encore assez difficile à faire avec un numérique. Avec le numérique, parce que du coup, quand on a beaucoup de projets soumis au vote, les gens n'ont pas la curiosité de regarder l'ensemble des projets. Et ça, c'est vraiment un problème pour les villes qui accueillent trop de projets lorsqu'elles les soumettent au vote final. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut un maximum de votants, mais en fait, on ne sait pas sur quoi les gens votent, et en fait, ils ont juste vu une annonce sur Facebook en disant « Votez pour mon projet », ils votent sans regarder l'ensemble des projets qui sont soumis au vote. Ou est-ce qu'au contraire, on veut moins de votants, parce qu'avec un coût de la participation un peu plus élevé, parce que les gens vont devoir prendre un peu plus de temps pour regarder quels sont les projets qui sont soumis au vote et se faire leur choix. Ça prend un peu plus de temps. Surtout si on veut qu'il y ait un débat aussi avant. Donc voilà, ça c'est le genre de questions, à mon avis, qu'on pourrait soumettre au débat tout à l'heure. Et puis voilà, je m'arrête du coup.